Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Au sommaire de cette émission, la polémique provoquée par le discours d'Emmanuel Macron devant les évêques de France. 4 mots, réparer la laïcité abîmée, ont suffi à mettre le feu aux poudres. Nous verrons ce que vous en pensez. Nous parlerons aussi des impôts. Le prélèvement à la source, c'est pour demain ou presque. C'est la dernière année où l'administration fiscale collectera l'impôt sur le revenu. Et plus l'échéance approche, moins les Français y semblent prêts. Vous nous donnerez votre avis sur ce point. Il sera aussi question de Facebook. Son PDG, Mark Zuckerberg, est sur le grill aujourd'hui, interrogé par le Congrès américain. Et cette fois-ci, face aux dérives du réseau social, pas sûr que des excuses suffisent. Des excuses, François Hollande ne semble pas en trouver à Emmanuel Macron. L'ancien président qui publie son livre bilan demain parle de trahison. Vous nous direz ce que vous attendez du livre de François Hollande. Cela s'appelle Les leçons du pouvoir et cela paraît sur Stock. Bonjour Karine Descartes. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à France Inter, vous avez longtemps couvert la droite et maintenant vous occupez du Premier ministre et de la majorité. Exactement. Bienvenue. Merci. Bonjour Xavier Couture, Bonjour. Consultant grand spécialiste du secteur audiovisuel. Vous intervenez maintenant pour la société de conseil en communication Image 7. Entre autres. Yvan Rioufol, bonjour. Auteur du célèbre bloc-notes du Figaro. Bloc-notes dans lequel vendredi dernier vous parliez de la boulimie réformatrice d'Emmanuel Macron et ce n'était pas un compliment dans votre bouche, enfin dans votre plume, et de son absence de priorité. Alors on va voir tout ça. Et vous êtes l'auteur de Macron, la grande mascarade, bloc-notes de 2016 à 2017. Et bonjour Marc Landré, bonjour. Rédacteur en chef du service Économie France du Figaro. Vous n'avez toujours pas écrit de livre, mais vous nous en avez apporté un. Ouais, je vous le garde pour un peu plus tard. Vous le gardez pour plus tard. Ouais. Oui, vous ménagez la surprise. Un effet de manche au C'est moment vrai où que... voilà. Alors, est-ce un simple dialogue en vérité? Ce sont ces termes qu'Emmanuel Macron a voulu engager avec les catholiques. Est-ce une atteinte intolérable au principe de laïcité, comme le dénonce une majorité à gauche? Est-ce surtout une opération de séduction de l'électorat catholique? On va voir ce que vous en pensez du discours donc prononcé hier au Collège des Bernardins et de l'avalanche de réactions qu'il a provoquées. Je vous propose d'abord d'en regarder un extrait et puis on en reparle. Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons sans doute, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord. Et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Yvan Rioufol, cette fois, est-ce qu'Emmanuel Macron, à vos yeux, va dans le bon sens? Là, c'est pas de la superficialité, Je trouve qu'il confond les choses. C'est-à-dire que je suis choqué en tant que catholique qu'il ait à rappeler des liens qui existeraient entre l'État et la religion catholique, entre l'État et l'Église. Ces liens-là n'existent pas, ne serait-ce que même dans la religion catholique. La religion catholique s'est construite précisément en dehors de l'État. Rends à César ce qui est à César, mon royaume n'est pas de ce monde, etc. Donc ce n'est pas du tout dans la philosophie catholique de rappeler qu'il y a un lien. D'abord qu'il n'existe pas avec la loi de 1905, qu'il y aurait un lien entre l'État et la religion. Ce lien-là existe naturellement dans la religion musulmane, mais il n'existe pas dans la religion catholique. Donc ceci me choque, et je vois qu'il confond en fait et ce lien avec l'État et ce lien avec la nation qui lui est réel. Parce qu'il y a une autre phrase, un peu plus loin dans son discours, où il dit qu'il veut... où il veut redire les liens les plus indestructibles entre la nation et le catholicisme. Alors là, oui, en effet, il a raison, parce que la nation est en effet naturellement un fond catholique, judéo-chrétien, gréco-latin, etc. Et d'ailleurs, s'il voulait l'illustrer, il pourrait très bien, dans le fond, inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Ça avait été demandé, ça avait été refusé par l'Europe. Mais de faire la confusion entre la nation et l'État, je trouve cela troublant de sa part, et cela me fait m'inquiéter de la conception qu'il envisage d'avoir de la laïcité et de sa réforme. Parce que si c'est de dire que l'État aura à voir pour conduire une religion, je m'inscris en faux. Confusion pour vous, Xavier Couture? Ouais, c'est-à-dire que le discours d'hier est un discours, je crois, assez subtil. Et comme Emmanuel Macron... Complexe. Qui repose sur la vision personnelle d'Emmanuel Macron. Et donc ce discours... Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne l'avoir partagé avec personne. C'est une position personnelle et je pense qu'il est, je dirais, croyant en sa propre parole hier. On sent qu'il y a un investissement et que cette espèce de métaphysique de l'action qui est propre à la vision d'Emmanuel Macron s'exprime au travers d'un discours qui est nourri, intelligent, compliqué, complexe,
mais dont l'origine revient à son grand maître Ricoeur. On est toujours dans cette vision d'une laïcité qui n'est pas la laïcité de l'abandon, qui n'est pas une laïcité qui sépare de manière définitive l'action de l'État et la religion, mais une laïcité qui est une laïcité de confrontation, dans lesquelles les religions elles-mêmes sont appelées à se mettre les unes en compétition avec les autres. On peut lui faire ses reproches, d'une part, et d'autre part, et là, on revient à ce que disait tout à l'heure Yvan, on ne peut pas ignorer que la France s'est construite dans une intimité absolue avec la religion, fille aînée de l'Église, et bien entendu, certes, on peut rendre à César ce qui est à César, mais enfin, César, en France, a été couronné à Reims pendant suffisamment longtemps pour savoir qu'il y a un héritage catholique très fort, et cet héritage, on sent que Macron veut le réinstaller pour une seule raison, c'est donner aux citoyens le sentiment qu'il a une responsabilité morale face à l'État, et que dépositaire d'une religion comme la religion catholique, on ne peut pas être absent du débat républicain. Ah mais ça, c'est autre chose. Être absent du débat républicain est une chose, mais de faire en sorte que ce soit l'État qui soit le promoteur de cette présence-là en est une autre. Moi, je pense que l'Église est suffisamment adulte, elle a 1500 ans, 2000 ans d'âge, pour comprendre en effet qu'elle a à se réveiller, qu'elle a à sortir de sa torpeur. Alors certes, on peut... Mais ce n'est pas au président de la République de le lui dire. On peut justifier. On va laisser Karine Bécard réagir sur le côté atteinte à la laïcité, Karine. C'est toujours compliqué d'avoir un discours très long, qui dure quand même tout près d'une heure, résumé à travers juste une petite phrase qu'on entend partout, etc., et un tweet. Et tweet, c'est le tweet du président. Mais voilà, et en fait, c'est là où c'est amusant, parce que là, Emmanuel Macron s'est beaucoup amusé en fait hier. L'Élysée tweet cette fameuse phrase, parce que l'Élysée espérait qu'on passe notre journée à faire ce qu'on est en train de faire. En réalité, atteinte à la laïcité, non. Je veux dire, si on avait un retour à une religion d'État, voilà, il aurait dit le catholicisme, sous moi Emmanuel Macron, redevient la religion de la France. C'est pas du tout ce qu'il a fait hier. Je veux dire, hier, il a redéfini ce que devait être le rapport de notre République vis-à-vis de cette religion, qui est importante, effectivement, ça a été rappelé. On est issus tous de cette monarchie de droit divin, hein, je le rappelle quand même. Donc le catholicisme était là, a toujours été là en France. On est athée ou on est catho, enfin, on a même le droit d'être protestant ou autre, mais... Et il a redéfini les règles. En gros, il a dit, écoutez, sur les migrants, par exemple... Eh ben, on n'est pas exactement d'accord. C'est moi le patron et c'est moi qui déciderai de ce que j'en fais. Sur les lois de bioéthique, pareil, il a dit on va continuer à discuter ensemble. Mais enfin, en dernier ressort sur la PMA et sur la GPA, on verra ce qu'on fait. Je ne suis pas certain de vous donner raison sur tout. Il a aussi un peu mis les catholiques devant leur contradiction en disant vous avez parfois un discours qui n'est pas celui de vos actes. Oui, mais il a surtout, à mon avis, fait de la politique. C'est-à-dire qu'il a dit à François Hollande t'avais cassé ce lien, moi je le renoue. Les laïcards vont crier, vont avoir des cris d'orfraie, c'est très bien, comme ça va les mettre de côté. Et accessoirement, je récupère un électorat, potentiellement. On va aborder le point de la récupération non politique. Marc Landré, juste sur le côté déjà débat sur oui ou non, il a interféré ou pas à bon escient. Je pense qu'Emmanuel Macron ne fait rien qu'il n'ait calculé en amont et qu'il n'ait mûrement réfléchi et pensé avant de le faire. Il a une pensée complexe, il est peut-être supérieurement intelligent par rapport à beaucoup d'autres, en tout cas à son âge, et je ne le vois pas faire ce genre de sortie n'anticipant pas les polémiques que ça pourrait engendrer. Cela dit, pour mettre un petit peu d'humour dans un débat qui en manque, je veux dire, en tant que monarque de droit divin, il se pose bien là en voulant réparer les liens entre l'Église et l'État. D'ailleurs, je veux dire que Emmanuel Macron se pose depuis qu'il est président de la République depuis un an comme un monarque de droit divin. Un monarque de droit divin. Droit divin en France, parce que la tradition en France fait qu'on est de droit divin, c'est pour ça. Et comme il s'est un féru d'histoire et de philosophie, que la théologie n'est pas une science ou du moins une pensée qui lui est inconnue, voilà, c'est pour ça que je l'attribue de ce terme de droit divin. Je pense qu'il faut tout de même s'arrêter à son ambiguïté. Je ne suis pas d'accord avec vous, il y a une vraie ambiguïté sur la relation qu'il a avec la laïcité. D'abord parce que la laïcité, c'est tout de même la séparation entre l'Église et l'État, et quand il veut renouer un lien, c'est donc qu'il ne veut plus de cette séparation entre l'Église et l'État. Je ne joue pas sur les mots en le disant, donc il y a quand même là une lecture différente de ce qu'est la laïcité, et dans le fond ce que l'on attendrait de lui, c'est qu'il vienne au secours de cette laïcité-là qui est pour l'instant
mise en péril par un islam radical qui, lui, précisément, ne veut pas entendre parler de cette laïcité et qui exige sa visibilité dans le domaine public. Or, il ne dit rien de cela. D'ailleurs, il parle à peine de cette question-là. Il a parlé des chrétiens d'Orient et de leurs martyrs, mais sans dire de qui ils étaient les martyrs. Et donc, il y a toujours chez lui une occultation du vrai problème. Et ce vrai problème, encore une fois... C'est le problème d'Yvan Rioufol. Non, ce n'est pas le problème d'Yvan Rioufol, je suis désolé. Non, mais je ne reculerai pas devant ces arguments qu'on m'avance à chaque fois en disant que c'est un fantasme, que c'est une idée fixe, c'est une obsession. C'est le fondamental de la crise aujourd'hui qui suscite toutes les élections que l'on voit de Orban aujourd'hui. Le discours futur président de la République sans parler forcément toujours que de ça. Mais si, c'est une religion qui agresse une autre. On peut avoir un discours où on parle d'autre chose. J'entends ce que veut dire Yvan. Pas là-dessus. Yvan est en train de nous expliquer qu'en fait, il y a une espèce d'annulation de fait de la laïcité, ou en tout cas de la loi de 1905 dans le discours d'Emmanuel Macron, ce qui n'est absolument pas ce qu'il a dit. Il a simplement dit qu'il y avait une responsabilité individuelle de chacun des catholiques vis-à-vis de la République et que ce lien avait été abîmé. Voilà ce qu'il a dit. Et je vois très bien quelle est la crainte d'Yvan. C'est dans le fond, si jamais on commençait à jouer avec la laïcité, tous les salafistes du monde vont prendre le pouvoir, ce qu'ils sont déjà en train de faire dans les banlieues. Mais simplement, il faut arrêter avec ces ricanements que j'entends à chaque fois. Dès que l'on parle de laïcité, il est bien entendu de dire qu'on ne va pas parler de l'islam. Or, c'est l'islam qui s'impose dans cette laïcité-là et qui l'abîme. Quand il dit que le lien est abîmé... la religion catholique, on ne parle pas de l'islam. Mais non, mais bien sûr, mais tout est... Mais c'est justement ce que je reproche. Ramener à ça. Mais si, il faut tout ramener à ça, je suis désolé, car c'est effectivement ceci qui fait en sorte que la religion catholique aujourd'hui est devenue vulnérable parce qu'elle ne sait pas s'exprimer, parce qu'elle a des doutes sur elle-même, parce qu'elle doute de ses valeurs. Et l'islam, si vous voulez ne pas voir, ne voyez pas, mais vous ne m'empêcherez pas, parce que je connais maintenant le discours, parce que je l'entends à chaque fois, sur ce radotage que je peux avoir. Vulnérable à cause de l'islam. Si, bien sûr que si, elle est devenue vulnérable à cause de l'islam. Historiquement, elle n'est plus la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, l'islam est devenu la première religion pratiquée en France, et je m'excuse, si vous ne voyez pas là qu'il y a un problème, c'est que vous ne voyez rien. Mais je n'ai pas dit que vous aviez tort en termes de statistiques. Je vous dis que ce n'est pas l'islam qui a fragilisé la religion catholique. C'est une évolution de la société. Et cette évolution de la société, elle nous a même valu un concile qui doit vous être cher, qui est le concile du Vatican II, où les fondements de la nouvelle religion catholique avec des effets qui n'ont pas dû vous plaire. Bien sûr, d'accord. On est d'accord. Mais on va revenir sur un terrain. Tout ça est passionnant, mais on va revenir 2 minutes sur un terrain plus politicien, avec ces tweets qui ont été suscités par le discours du président de la République. Alors, ceux de Jean-Luc Mélenchon qui dit on a entendu un sous-curé, par exemple. Il y a aussi Manuel Valls qui lui défend la laïcité et la loi de 1905. Olivier Faure, Benoît Hamon, enfin tous y sont allés de leurs commentaires. Karine Bécard, comme l'a dit Benjamin Griveaux ce matin sur une antenne, c'est un réflexe un peu pavlovien. Dès qu'on touche à la laïcité, la gauche... Exactement. C'est exactement ce qu'espérait Emmanuel Macron. Tactiquement, il a réussi parfaitement son coup. Donc effectivement, il savait parfaitement qu'en disant ce qu'il a dit, en faisant passer ce tweet, parce qu'il n'y a que ça de la part de l'Élysée, c'est le seul tweet qui a été publié, que la gauche réagirait comme elle a réagi. Et j'imagine que d'ailleurs vous m'avez invité pour que je réagisse dans le même sens que Mélenchon et que vous êtes de mauvaise foi. Ah bon, alors. Et inversement, la droite aussi se montre un peu gênée, un peu troublée. On avait ce matin sur France Inter. Alors on va l'écouter, Bruno Retailleau. Justement, vous me fournissez le lancement. Bruno Retailleau, qui était l'invité de France Inter. Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains, président du groupe LR au Sénat. On l'écoute. Il faut se méfier avec Emmanuel Macron parce qu'il offre à son interlocuteur ce que l'interlocuteur souhaite. Donc c'est encore, je pense, trop tôt pour en tirer une définition très stricte de la conception qu'il se fait de la laïcité. Alors, Bruno Retailleau qui dit qu'il y a un petit peu de récupération, si on comprend bien ce qui veut dire un peu de volonté de draguer un électorat de droite, et on ne sait jamais très bien
Et s'il ne se moque pas de nous. Oui, et en même temps, non mais c'est assez, enfin, politiquement, stratégiquement, c'est assez génial ce que fait Emmanuel Macron. La gauche réagit exactement comme on pouvait l'espérer. La droite, enfin, Tout le monde est dans son rôle. La droite, en fait, est hyper gênée parce qu'on le sent très bien dans les propos de Retailleau en se disant, c'est quand même plutôt notre électorat, en tout cas, c'est l'électorat sur lequel a pu s'appuyer François Fillon, et c'est l'électorat qui espère bien garder Laurent Wauquiez et le chipper notamment à Marion Maréchal Le Pen qui arrive assez bien à l'attirer, à le capter, merci. Et on a un Emmanuel Macron qui se pose en figure centrale au milieu de tout ça en disant regardez, moi, je les drague pas, je les diabolise pas. Moi, écoutez, j'ai un discours normal en leur disant on peut travailler ensemble. Je parle avec tout le monde. Ils font partie de la société, on a besoin d'eux. Moi, je reste le patron, je déciderai ce qu'il faut en temps et en heure, mais ils sont légitimes à exister dans cette société. Oui, convenez qu'il n'offre pas une définition claire de la laïcité. Je suis désolé, mais on ne voit pas de quelle approche il peut avoir de la laïcité si l'on entend par laïcité la séparation de l'Église et de l'État. Et quand je ne vais pas revenir sur cet argument de dire qu'il veut ressouder des liens, mais si vous ressoudez des liens, c'est en contradiction. Donc il y a une grande ambiguïté, et une ambiguïté dangereuse, et pourtant je ne suis pas de gauche, je tiens là le discours de Mélenchon, presque de Mélenchon, alors que je suis... Donc ce n'est pas aussi simple. Non, mais c'est pas ça, mais c'est très dangereux de ne pas voir quels sont les enjeux qui sont posés derrière ceci. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça me paraît être fondamental de voir qu'il y a une nouvelle laïcité qui s'élabore afin de pouvoir donner sa place à une autre religion qui, elle, ne connaît pas la laïcité. Karine, vous répondez et puis on prend quelques questions. Très rapidement, je vais juste vous dire que le discours que fait hier Emmanuel Macron, à aucun moment, c'est le discours, j'imagine, qu'il doit faire d'ici le 1er juillet sur la laïcité. Parce que j'imagine quand même que quand il parlera de la laïcité, il ne parlera peut-être quand même pas que de la religion catholique. Il y a quand même effectivement... Non, il l'a dit, il ne veut pas déraciner. Donc hier, il s'adressait aux évêques de France. Oui, et par ailleurs, la laïcité, elle sera effectivement à s'inquiéter. Enfin, je veux dire, comment je pourrais verbaliser les choses mieux. Il entamera la laïcité, je le redis, parce que ça, j'y crois très fortement, quand il dira que le catholicisme redevient religion d'État. On n'en est pas là. Il ne dira jamais ça. On raconte n'importe quoi. Il ne dira jamais ça, mais donc, il dira que l'État a un rôle à jouer dans la préservation des religions. Et ceci n'est pas possible à entendre. Il ne l'a pas dit du tout. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites rétablir les liens, encore une fois, ce qu'il a voulu dire, je pense, Yvan, que ce qu'il a voulu dire, et c'est là que je ne suis fondamentalement pas d'accord avec votre analyse et votre interprétation du discours, c'est que le citoyen, dans sa pratique religieuse, a un rôle très important dans le fonctionnement. Eh bien, si vous l'avez compris, ça interroge, et je pense que son discours sur la laïcité ira dans ce sens, ça interroge aussi les musulmans, les juifs, y compris même les athées. Donc il y a un rôle qui est un rôle métaphysique, ou en tout cas un rôle qui dépasse le simple citoyen habitué à une république, ça dépasse un tout petit peu, il y a une transcendance qui habite chacun des citoyens qui doit s'appliquer dans sa relation à la République. C'est pas un discours qui est complètement nul. Non, mais quand il dit qu'il faut déraciner, qu'il ne veut pas déraciner les sociétés de leur acquis spirituel, j'entends ça parfaitement. C'est exactement le... Voilà, c'est ce qu'il a voulu faire passer, c'est tout. Non, il a été au-delà de ça. Je suis désolé, il a été au-delà de ça. Est-ce qu'il a été au-delà de ce que disait Nicolas Sarkozy quand il parlait de laïcité positive ? La laïcité positive, c'était quand même un peu moins formel, parce que là, on est dans la laïcité positive, c'est-à-dire qu'il dit que toutes les religions, et la religion catholique en l'occurrence, a fonction à vouloir alimenter un débat, les débats politiques sur la bioéthique par exemple, et effectivement, il est normal de vouloir entendre l'Église et pas simplement les techniciens. Donc là-dessus, cela ne me choque pas, mais simplement, encore une fois, c'est l'ambiguïté qui reste au cœur de son discours, et puis dans le fond, il ne dit pas non plus quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que la religion catholique n'est pas une religion totalement comme les autres, elle n'est pas à équivalence des autres religions. Le président de la République de donner elle est quand même l'héritière de 1500 ans d'histoire. Donc ce n'est pas. C'est là où justement son discours est fort, c'est qu'il n'a pas une vision systémique qui était la vision de Sarkozy, qui avait une vision systémique. Il a une vision citoyenne. Il n'est pas suffisamment précis, me semble-t-il, là-dessus, et il est trop trouble sur ce lien qu'il veut rétablir et qui n'existe pas encore une fois dans l'ADN de la religion catholique. Ça n'existe pas.
comme je l'ai annoncé, quelques réactions, commentaires et questions. Marie qui nous dit polémique inutile quand il va au CRIF, donc Emmanuel Macron, ou à la rencontre des responsables des musulmans de France, personne ne dit rien. Non, mais on ne pas d'avoir été là. Il n'est pas la même chose non plus. Oui, Maurice qui nous dit la com, toujours la com. Le choix des mots réparer et lien Église-État sont-ils choisis avec stratégie? Quel est l'intérêt? Le mot réparer. Si vous avez une réponse l'un ou l'autre, n'hésitez pas. Thierry sur Facebook, Macron ne serait-il pas à la recherche de l'empathie des Français? Et Dorothée, Macron ne fait que protéger notre culture en voulant réparer ses liens. Le terme réparer, Xavier Couture, il est choisi avec Il soin. est réparé à dessein, encore une fois, c'est le lien, et je pense que c'est toute la difficulté, c'est quand on met réparer le lien entre l'Église et l'État, j'avoue que ça peut créer les conditions de l'ambiguïté que dénonce Yvan. La réalité, c'est que je pense que c'est entre les citoyens de l'Église et les citoyens appartenant à l'État que le lien avait été un peu abîmé. Je pense que c'est là le défaut d'interprétation peut-être lié à un petit défaut d'expression. Moi, je pense qu'il faudrait mieux entendre, et j'aurais préféré entendre, réparer les liens entre l'Église et la nation. Parce que là, c'est un vrai problème de déculturation qui se pose aujourd'hui. Il y a effectivement un déracinement qui s'observe, il y a un manque de transmission de la religion catholique, enfin de la culture catholique et du reste. Et du civisme au sens large. Pardon ? Et du civisme au sens large. Il n'y a pas que, c'est pas qu'une question de religion pour le coup. Non, mais en l'occurrence, là, on Sur parle le de ça. On parle de la déracinement, présence de la culture catholique. Et cette culture catholique, comment s'estompe? Précisément parce que l'Église a failli dans son rôle de transmission. Pas que l'Église, mais... Et donc, j'aurais préféré qu'on mette réparer le lien entre l'Église et la nation. Et la nation vous paraissait plus approprié. On va passer au deuxième thème, celui alors totalement différent du prélèvement à la source. C'est la première étape de ce prélèvement qui s'appliquera en janvier prochain. Et maintenant, on rentre dans le concret. Les contribuables doivent dire dès maintenant quel taux ils veulent voir appliquer à chacun des membres du couple si telle est leur situation. Mais plus la réforme approche, plus elle paraît compliquée. Quant aux entreprises, notamment les plus petites, elles estiment que la tâche qui leur incombe est indue. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Il était ce matin au micro de BFM TV. Tout changement fait naître des inquiétudes, je le comprends. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la demande du Premier ministre, j'ai décalé d'un an la mise en place de l'impôt à la source décidée par l'ancien gouvernement, simplifiant, en divisant par deux les sanctions éventuelles de ceux qui n'auraient pas collecté cet impôt de la manière dont l'administration fiscale le souhaite. Nous avons aussi objectivé le coût. J'avais entendu plusieurs milliards, c'est un coût totalement fou. Nous sommes plutôt autour de 300 millions d'euros pour les 4,2 millions d'entreprises, ce qui relativise quand même ce coût. Et je le dis aussi, c'est une mesure de simplification pour leurs salariés. Marc Landré, vous allez pouvoir nous sortir votre livre cette fois-ci, je crois. Il a dit que c'est une mesure de simplification pour les salariés, que ça ne pèserait pas sur les coûts des entreprises. Alors. Je vous ai amené ce qui a été remis ce matin par le dit ministre des Comptes et de l'Action publique, c'est la présentation du kit collecteur pour un employeur. Donc vous voyez, un petit patron va devoir se coltiner ce petit ouvrage sur comment on collecte l'impôt sur le revenu. Il s'est illustré. C'est plein d'images. Montrez-le, Ouais. c'est illustré. C'est illustré, il y a des dessins, il y a des graphiques, c'est des beaux PowerPoint qui ont été faits par des technocrates de Bercy. Et il va falloir que le petit patron qui est en même temps commercial, qui fait de la production, qui fait du prospect, qui fait des RH, se coltine ça en plus. Donc effectivement, en plus, il n'y a même pas le nombre de pages. Ils ont préféré Voilà. éviter. Ils ont évité. Et il faut tout lire pour comprendre. Ah, je pense qu'il vaut mieux parce que même s'ils ont divisé par deux les barèmes de sanctions en cas d'erreur, il y aura quand même une sanction. Ça reste des sanctions pénales pour l'employeur qui Ça peut aller, oui. aurait fait une à erreur, fait. voire une... Voilà. Alors, cette réforme, usine à gaz, et c'est vrai, plus l'échéance approche, moins ça paraît clair. C'est le principe de base. Tant que ça reste abstrait, on s'y intéresse peu. Aujourd'hui, ça devient concret parce que chaque Français, chaque citoyen, chaque contribuable va recevoir sa déclaration de revenus à faire en ligne pour ceux qui gagnent plus qu'un certain montant parce que c'est devenu obligatoire et sur papier pour les autres. Et à l'issue de cette déclaration de revenus, donc sur les revenus de 2017, chacun va se voir attribuer un taux de prélèvement. Et c'est ce taux de prélèvement qui sera appliqué au mois de janvier en retenue à la source sur les salaires. Donc on choisit maintenant à sur quelle les sauce pensions. on sera mangé en janvier. C'est pas qu'on choisit, c'est que la déclaration de revenus induit un taux de prélèvement qu'après on peut moduler selon que si on ne veut pas que son employeur connaisse le taux de prélèvement du couple parce que c'est familialisé pour ceux qui sont en couple, eh ben on peut demander à bénéficier d'un taux neutre. Ça veut dire que c'est un taux moyen. Et après, il y aura une correction au niveau de l'avis d'imposition de l'année N+1. Donc effectivement, c'est une usine à gaz. Alors c'est une usine à gaz dans le sens où avant, les choses étaient faites de manière naturelle pour 70% des contribuables payant l'impôt sur le revenu parce qu'ils étaient mensualisés. Aujourd'hui, il y a une démarche à faire de la part de chaque contribuable par rapport à son taux d'impôt, son taux de prélèvement. Donc ça va être un bordel.
sans nom. En plus, il y a une chose qu'on n'a pas mesurée encore et qu'on va mesurer au mois de janvier dans chacune des entreprises, la vôtre, la mienne, les vôtres, les nôtres, c'est que en bas de la feuille de paye, en bas de la feuille de pension, il va y avoir une retenue, qui fait cette retenue à la source pour l'impôt sur le revenu. Que vont faire les gens quand ils vont se rendre compte que leur net du mois de janvier 2019 sera différent du mois de décembre 2018. Surtout pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de salariés, en décembre, il y a le 13e mois. Donc déjà, la chute, elle va être encore plus vertigineuse. Que vont faire ces salariés? Ils vont se retourner vers leur employeur. Ils ne vont pas se reporter vers l'administration fiscale. Non, franchement, non. Vous avez regardé la petite vidéo qui vous a été envoyée pour comprendre l'imposition à la ressource? Vous allez me passer le livre. Oui. Enfin, je ne suis pas employeur. Mais... Non, alors, d'abord, je vous laisse. Contribuable. En l'occurrence, il y a une vidéo qui a été envoyée à chacun des contribuables français, pour ceux qui avaient rempli une adresse mail, pour leur expliquer ce que sera l'imposition à la source qui leur sera prélevée à partir du mois de janvier. Moi, je vous invite à regarder le taux de clic. Il est minime. Alors, et quand on dit je ne suis pas employeur, on avait soulevé la question en conférence de rédaction récemment en disant que finalement tous les gens qui emploient quelqu'un à domicile sont des employeurs. Je donne la réponse à la question Twitter qu'on a posée sur ce thème. 54% de nos internautes considèrent que le gouvernement est trop obstiné sur cette réforme fiscale. L'aimé nous dit le prélèvement à la source est une arnaque, nous ne pourrons rien contrôler. Et Valdé, qui répond à la question Twitter, c'est encore un moyen d'avoir l'État sur le dos des entreprises et surtout des TPE. Xavier Couture, sur le choc psychologique, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, il peut être finalement négatif pour le gouvernement et d'Emmanuel Macron? Moi, je crois que pour le gouvernement, c'est assez pratique. Oui, parce que... Alors, d'abord, le prélèvement à la source, la France n'est pas le premier pays à le mettre en place. Elle existe dans de nombreux pays et c'est plutôt bien accepté par les pays dans lesquels elle a été installée. Le problème, c'est que nous sommes dans un pays un peu particulier où déjà Bercy, à lui tout seul, est une usine à gaz. Avant même sa réforme, on a quand même, avec la fiscalité en France, probablement le record du monde de la complexité fiscale, puisque l'on sait très bien que nous avons l'une des réglementations fiscales les plus complexes au monde. Simplement, moi, ce qui me gêne un peu dans cette histoire, c'est que ça permet d'occulter le fait qu'on continue à avoir 57% de dépenses publiques, du PIB en dépenses publiques, et que dans le fond, on est en train de faire ce que, en général, les entreprises s'attachent à faire lorsqu'elles ont quelques difficultés à présenter un nouveau bilan ou un bilan difficile, c'est qu'on modifie les règles de calcul, on modifie les règles de présentation. Là, il y a un petit coup de bonneteau qui fait qu'on va s'attacher à la forme, c'est-à-dire... Eh bien, dans le fond, on a modifié les règles du jeu. Et maintenant, il y a un prélèvement à la source qui va faire râler. Comme vous le disiez, dans le fond, mon salaire de janvier est dramatiquement bas par rapport à celui de décembre où j'avais par ailleurs le 13e mois. Bref, tout cela va faire beaucoup un écran de fumée, mais qui n'occulte pas le problème, qui est celui de la fiscalité dans ce pays, des 57 points de dépenses publiques et de la problématique que nous avons d'un État qui est beaucoup trop, mais qui a une obésité qui est absolument insupportable. Tour de passe-passe, Karine Bécard? Non, moi je pense que l'effet psychologique sera important. Je ne sais pas si le gouvernement l'a mesuré suffisamment d'ores et déjà. Et je dis ça simplement parce que quand on voit ce qu'a procuré déjà comme choc psychologique la CSG, et là on est sur quelques dizaines, centaines parfois, mais enfin surtout quelques dizaines d'euros. Et ça a déjà été, pour les gens qui ont vu leur salaire à la baisse, ils n'ont vraiment pas apprécié. Là, ça va être des centaines, voire pour certains des milliers d'euros en moins sur la feuille de paye. Je pense que l'effet psychologique sera... Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, oui, c'est très bien, retenu à la source, après tout, à côté, chez nous, dans l'Europe, d'autres le font, c'est merveilleux, on se modernise. Mais je pense qu'au moment où on va voir son salaire devenir tout petit, on ne va pas du tout apprécier. Marc, là-dessus. Je suis aussi prêt par rapport à cette comparaison vis-à-vis des autres pays européens. On a deux spécificités françaises qui font que ça va être beaucoup plus compliqué. Vous l'avez dit, c'est la complexité fiscale. Il n'y a pas un pays au monde qui a plus de niches fiscales et de crédits d'impôt que chez nous. Donc ça va être compliqué parce que les crédits d'impôt vont être intégrés ex post, une fois que vous avez payé. C'est-à-dire que l'État va se faire de la trésorerie et va vous rembourser de l'argent par rapport au crédit d'impôt dont vous bénéficiez. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en France, l'impôt, il est familialisé. Ouais. Alors que dans les pays étrangers, il est individualisé. Sauf que, donc, c'est-à-dire qu'en France, quand vous êtes un ménage pacsé, marié ou autre, je veux dire, l'impôt, il est familialisé. Le revenu fiscal de référence sur lequel le prélèvement va avoir lieu, c'est sur les revenus du ménage et pas individuel. Or là, on va avoir un prélèvement sur les revenus individuels, comme c'est le cas dans les pays étrangers. Et ça va vraiment cette individualisation, c'est effectivement ce vers quoi on tend. Oui, si
oui, si, oui, si. La majorité, comme certains députés le préconisent, veulent supprimer le quotient familial qui permet d'arriver à un revenu familiarisé. Yvan, le quotient familial, là, vous réagissez. Non, pas du tout là-dessus. Non, je réagis sur un certain nombre de mots sur lesquels je ne comprends rien, sur cette complexification, et je trouve que ça caricature assez bien aujourd'hui ce qu'est le macronisme de mon point de vue, c'est-à-dire une doctrine qui a recyclé d'abord tout ce que Bercy pouvait avoir de technocrates et de têtes d'œuf, pour produire, mais ça a été dit, mais je le redis malgré tout, pour produire quelque chose d'indiscernable, d'incompréhensible, et qui en plus ne cesse que de ponctionner davantage, ou en tout cas de ponctionner toujours, des impôts, alors qu'on attendrait de ce nouveau monde, puisqu'on a changé de monde, paraît-il, qu'il change de politique fiscale, à tout le moins, et qu'il réduise la dette, mais Xavier l'a dit, il m'a pris tous mes arguments, et qu'il essaye de baisser nos impôts également. Et donc on se retrouve dans quelque chose que l'on a très bien connu, c'est cette tyrannie des experts, cette tyrannie des technocrates, et nous en sommes les dindons. Alors ça remonte à loin, parce que l'imposition sur le revenu ou le prélèvement à la source, le premier à l'avoir voulu, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors on peut dire qu'il y a une serpent de mer aussi. Voilà. Et le premier à l'avoir véritablement... Je ne vois pas la rupture, en tout cas. Non, mais par contre, avec Laurent Fabius, puisque c'est lui, Laurent Fabius, en 2002, avait dit « c'est prêt ». Non, mais Dominique Strauss-Kahn voulait le faire. Oui, mais après, il avait été remplacé par... Strauss-Kahn me disant, on va faire cadeau aux Français de l'impôt de l'an 2000. Ce sera une année blanche. Oui, en plus, on nous avait dit qu'il va y avoir une année blanche. Vous y avez cru? Non, pas vraiment, mais j'ai rencontré des gens qui croyaient. Rappeler que l'impôt sur le revenu, en termes de rendement, c'est 70 milliards par an. Alors quand on a un déficit, même s'il est inférieur maintenant à 3% du PIB, c'est-à-dire, mais on a quand même un déficit qui continue d'être aux alentours de 70-90 milliards d'euros par an, on ne va pas se priver de 70 milliards de recettes d'une année. Encore quelques réactions. Daniel, le prélèvement à la source sera une usine à gaz déstabilisant, avec un sentiment de se faire avoir, du flou dans les procédures, 3 points de suspension. Et qui fait quoi sur le Figaro.fr nous dit, qui fait quoi, c'est le nom de notre internaute, encore des heures de travail et de responsabilité transférées aux entreprises. C'est un scandale. Alors, les entreprises, pour la petite histoire, c'est censé être totalement indolore. Je vous passe les détails techniques, mais il faut savoir que les entreprises, elles collectent déjà aujourd'hui la CSG. La CSG, c'est 100 milliards d'euros que les entreprises prélèvent sur les salaires, et que c'est transféré dans les caisses de l'État. Donc, techniquement, la manip, elle est aussi simple demain de faire le prélèvement à la source sur les salaires. Si, parce qu'en vérité, le taux va être donné par la DSN et donc ça va être appliqué automatiquement. Avec un certain nombre de variations qui sont quand même... Il y a plus de variations que dans la CSG. Enfin bon, ça sera un peu plus compliqué. Pas pour le prélèvement. Après, c'est pour le calcul de l'impôt effectif. Ah, oui, voilà, parce que normalement, chaque mois, ça peut changer. Enfin, je veux dire, si on embauche des contractuels, si on embauche... Oui, voilà. Donc mais surtout, ça peut changer. Ça peut changer surtout à la hausse, pas à la baisse. Parce que si vous demandez à ce que votre taux de prélèvement soit abaissé et que c'est indu, vous serez sanctionné. Parce que vous n'aurez pas eu le droit. Par contre, si vous demandez à ce que votre taux soit relevé, là, même si c'est... Là, on vous dira, allez-y. Tu m'étonnes. Mais les entreprises sont quand même, en général, assez rompues à ce type d'exercice dans la relation avec l'État. Moi, je le pourrais avoir... Les grandes entreprises, sans doute, mais peut-être pas les petites. Mais effectivement, les petits... Alors, c'était aujourd'hui l'Union des artisans, commerçants et professions libérales qui a fait bien sûr, mais ça râle, qui râle beaucoup en disant que... Ils vont le faire, ils le feront au bout du compte. Le vrai problème, c'est les 60 000 très petites entreprises qui ne sont pas aujourd'hui numérisées. C'est ce que disait notre internaute. DSN, parce que c'est via cette déclaration sociale nominative que le taux de prélèvement va passer, et normalement le prélèvement se fera. Celles qui n'ont pas mis en place, elles, effectivement, ça va leur poser de vrais problèmes. Un point plus général, sur le fait que l'entreprise va donc connaître ou approximativement les revenus du conjoint, si conjoint il y a, ça vous choque ou ça fait partie de... Maintenant, tout est transparent? C'est un peu contestable, en effet. Mais enfin, bon, ça me choque. Effectivement, l'entreprise n'a pas à savoir quels sont les revenus parallèles. Plus que les revenus, c'est les pensions, c'est les crédits d'impôt. C'est la vie de famille. Voilà, c'est tout ça. Mais en vérité, alors là, c'est tout le problème de la confidentialité des données fiscales. Est-ce que l'employeur a à connaître, en fonction d'un taux de prélèvement, quel est l'état réel de votre revenu fiscal et donc du prélèvement qui va être effectué? C'est vrai que dans la majorité des couples aujourd'hui en France, parce que l'impôt, je rappelle, est familialisé, vous avez l'homme, c'est comme ça, je n'y peux rien, qui gagne plus que la femme. Donc vous ne pouvez pas avoir un taux de prélèvement qui est identique, sinon, voilà. Donc il faut que ça soit... Et c'est pour ça que le dispositif, qui est là pour le coup, qui n'a pas été inventé par Macron, qui date de l'exécutif précédent, ce sont les mêmes équipes, je vous l'accorde, mais avait prévu de pouvoir mettre un taux neutre ou un taux individualisé pour corriger cette différence. Ça veut dire que pour éviter que l'employeur connaisse
quel est l'état fiscal du ménage, d'avoir un taux de prélèvement par personne de ce foyer qui s'adapte à son niveau de revenu. L'homme qui gagne en moyenne peut-être 4 fois plus que sa femme aura un taux de prélèvement qui sera beaucoup plus important et qui correspondra à son niveau de revenu et pas à celui de sa femme. Il y a des femmes quand même qui gagnent plus que leurs hommes. Oui. Et de plus en plus, et heureusement. Je m'en réjouis. C'est le 4 fois plus qui fait réagir. C'est le 4 fois carrément. Pour les femmes. Alors, les données personnelles, c'est aussi au centre des questions qui se posent sur Facebook. Et le mea culpa à répétition de Mark Zuckerberg risque de ne pas suffire. Il est devant le Congrès américain pour s'expliquer sur le scandale Cambridge Analytica et la vente de données personnelles à des utilisateurs, donc d'utilisateurs de Facebook. On parle de 87 000 comptes qui auraient été ainsi piratés en tout cas vendus. Mark Zuckerberg est arrivé dès hier à Washington et il a fait profil bas dans une déclaration liminaire. Regardez. Il apparaît clairement maintenant que nous n'avons pas fait assez. Nous ne nous sommes pas suffisamment consacrés à éviter les abus et à se demander comment les gens pouvaient utiliser ces outils pour faire du mal. C'est valable pour les fake news, les influences étrangères dans les élections, les discours de haine et la protection des données. Nous n'avons pas réalisé à quel point notre responsabilité est grande et c'était une énorme erreur. C'était mon erreur. Karine Becker, je vous vois faire non de la tête. Non, mais c'est insupportable. Par rapport à Zuckerberg. Oui, c'est insupportable d'entendre ça parce qu'il va quand même pas m'expliquer. C'est être très intelligent pour avoir eu la capacité d'inventer ce qu'il a inventé. Il va quand même pas m'expliquer qu'il n'avait pas, il s'était pas déjà rendu compte que sur les réseaux sociaux il y avait quand même un certain nombre de problèmes qui se dégageaient. Qu'effectivement il y a les fake news dont il a parlé, et pas seulement. On a l'impression que tout à coup, il découvre qu'il est responsable de quelque chose d'important. J'espère sincèrement qu'enfin cette affaire permette de réguler un peu, qu'on impose un certain nombre de règles à la Silicon Valley. Moi, je crois que ça devient là une nécessité absolue. Donc j'espère que cette affaire fera école. Des sanctions, Marc, elles sont probable. On a senti que chez les Républicains, c'est pas évident aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'appliquer des sanctions dans un monde très libéral où la Silicon Valley. La première des sanctions, c'est que Facebook est pas que Facebook, parce que d'ailleurs il ne sera pas auditionné tout seul, Zuckerberg. Il va y aller en audition au Sénat avec le patron de Google et le patron de Twitter. Parce que le problème de protection des données, plus que la diffusion des fake news, ça ne concerne pas que Facebook. Enfin là, Cambridge Analytica, c'est Facebook. Oui, mais là, ceux qui se sont fait choper, donc ils sont cloués pilori, mais après, ça sera d'autres. Voilà. Donc, le problème est plus général que ça. La première des sanctions, c'est que ces GAFA payent des impôts. Voilà, je pense que c'est cette première des sanctions. Aujourd'hui, ils font leur beurre, non pas avec les fake news. C'est pas un problème d'argent, là. Je veux dire, qui payent des impôts, c'est très bien. Mais là, le problème moral, la responsabilité. ça ne durera pas. Ça ne va pas durer, le problème moral. Et quand il y a eu de la diffusion de fake news, justement, pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, il a fait un acte de contrition. Il a dit pardon, ça ne se reproduira pas. On n'a pas suffisamment compris ce qu'on a fait, l'importance du réseau que j'ai créé. Ce n'est pas la première fois qu'il fait cet acte-là. Et boum, ça recommence. Parce que les Américains, comme les Français, au bout d'un moment, on a une capacité d'oubli. Alors effectivement, je pense que le seul moyen de faire entendre raison au-delà de quitter Facebook, moi c'est ce que j'ai fait il y a plus de 5 ans. Donc de ce point de vue-là, je suis assez tranquille. C'est quoi, des sanctions financières ? Des sanctions financières ou de taxer des impôts ? Les impôts. Les impôts. Les impôts. D'ailleurs, ça ne changera pas leur morale ? Non, mais après, on est libre ou pas d'aller sur Facebook. Ça, je suis d'accord avec vous. On est libre ou pas, c'est-à-dire, donc c'est un acte personnel. Oui. Est-ce qu'il n'a pas plus à craindre de l'Europe, Mark Zuckerberg, que des États-Unis ? Il a simplement à craindre de l'Europe pour la raison qui vient d'être évoquée, c'est-à-dire est-ce qu'il sera amené ou pas à être fiscalisé normalement, mais pas que lui. Il y a Apple a le même problème, Google a le même problème. Bon. Mais je crois que là, on est en train de se raconter des blagues. Aujourd'hui, le monde numérique, qui demain est un monde quantique, nous échappe. Il est international, les frontières ont été abattues, toute idée de régulation est stupide car elle n'existera pas. Les algorithmes vont beaucoup plus vite que les politiques, les capacités démocratiques de réguler le monde. La loi n'est pas en mesure de lutter contre cette avancée technologique. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de se poser, nous, Européens, la question, est-ce qu'on est des obsédés de la régulation qui fait qu'on n'a pas de Facebook, on n'a pas de Google, on n'a pas de Snapchat, on n'a pas de Twitter, on n'a pas été fichu de faire ça parce que la régulation
particulièrement anticoncurrentielle, a imposé à l'Europe de morceler sa relation au numérique, ce qui a fait que des petits acteurs. On n'a pas su financer l'innovation là où c'était besoin, là où il y avait des besoins. Mais l'innovation, elle existe, mais enfin, en tout cas, oui, elle n'a pas été lancée de manière, je dirais, volontariste au niveau des États. Et donc, on est dans un monde où, malheureusement, le progrès technologique est en train de nous échapper. Je rappelle juste que nous avons un génie qui aura probablement le prix Nobel dans un autre domaine, mais on est pareil, très proche du monde de la morale, qui est Emmanuel Charpentier, qui est aujourd'hui en Allemagne, qui travaille, qui a mis au point ces fameux ciseaux qui permettent de couper l'ADN et de remplacer des morceaux d'ADN. Avec ces ciseaux, les Chinois sont en train de travailler sur des êtres humains qui sont au-delà du transhumanisme. Ils travaillent sur la possibilité de modifier l'être humain, alors que nous nous posons la question, pour des raisons religieuses et pour des raisons morales, nous en Europe, de ne pas le faire. Et on a raison de ne pas le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, le monde numérique... c'est déjà de la et préhistoire. quand vous parlez au prix Nobel qui travaillent sur ces sujets-là, ils vous disent, mais le numérique, c'est l'âge de pierre du monde quantique. Le monde qui nous attend, qui est le monde quantique, et qui va traiter des hexaflops, fait que même Mark Zuckerberg sera une sorte d'homme de Cro-Magnon du monde qui nous attend. Donc effectivement, si on veut réguler, si on veut faire de la politique, il faut s'y prendre autrement. Eh bien, nos internautes ne sont pas tout à fait... Je vous donne la parole, Yvan. Je donne juste les résultats de la question qu'on a posée sur Twitter. Ils ne sont pas tout à fait d'accord avec Xavier Couture parce qu'ils sont 70% à dire qu'ils souhaitent une sanction. Maurice... en revanche, nous dit qu'il ne doit pas être sanctionné car l'informatique sécurisée à 100% n'existe pas. Et Paul, avec de telles responsabilités, on n'a pas le droit à l'erreur. Et Élan, pendant ce temps-là, la France est incapable de donner un cadre créatif qui permette l'émergence d'un Google français. Mais il cherche à taxer les autres. Yvan. Oui, c'est un monde infernal qui est en train de se créer sous nos yeux. Alors, à travers, naturellement, Facebook, avec ses fake news et ses intrusions dans la vie privée, dans la vie intime, parce que c'est cela aussi. On est filoché maintenant à travers nos goûts, etc. Mais pire encore, pour reprendre l'exemple chinois, vous avez maintenant en Chine l'exemple de la note sociale. La note sociale, c'est donc chaque citoyen qui s'épie l'un l'autre et qui note l'un l'autre afin d'imposer une sorte de super politiquement correct, de super tyrannie du bon comportement. Et là, on arrive à une dictature acceptée de tous, qui me paraît être épouvantable. Et c'est cette note sociale, qui aujourd'hui s'est généralisée en Chine, qui pourrait demain arriver ailleurs, si ça se trouve. Et donc, il faut que là, et les philosophes, et les religieux, et tout le monde se mettent tout de suite au travail afin de poser des éléments de limite à cette technique qui permet tout, dans le transhumanisme, bien sûr, mais également dans ces idéologies coercitives qui préparent d'autres dictatures. Il y a d'ailleurs une bande dessinée formidable, pour reprendre ce que dit Yvan, qui s'appelle HSE, Human Stock Exchange, où l'être humain, chaque être humain est coté en bourse en fonction de sa performance économique, morale, sociale, familiale. On épie donc en permanence 24 heures sur 24 ses faits et gestes, et en fonction de ça, il monte ou il baisse en bourse. Donc je pourrais demain acheter la note sociale en Chine va très loin, c'est-à-dire que si un type qui est mal noté peut être privé de transport, d'avoir à utiliser les avions ou les bien avant, j'allais dire. Avant, c'était les enfants qui dénonçaient leurs parents. Là, aujourd'hui, ce sont vos voisins qui vous dénoncent. Et lycée de Versailles. Comme au bon vieux temps, en fait. Oui, on reprend les vieilles méthodes. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Est-ce un bon ou un mauvais souvenir? C'est plus proche, le quinquennat de François Hollande. Empêché de se présenter, puis oublié, l'ancien président se rappelle au bon souvenir des Français par un livre qui sort demain et une interview ce soir dans le 20h de France 2. Un chapitre est consacré à son successeur à l'Élysée. C'est aussi un exercice de réhabilitation pour François Hollande qui estime que si la France va mieux, c'est beaucoup grâce à ses réformes. Karine Bécard, c'est toujours un événement, le livre d'un ex-président. Là, c'en est un? Quand on est journaliste politique, oui. Bon, donc mais en dehors de c'est bien. Mais voilà, c'est en dehors de moi et en dehors du monde. Est-ce que le JT de France 2 va faire plus d'audience que le JT normal? Je m'inquiète beaucoup en fait. Un peu de curiosité quand même, non? De la part des Français, je suis pas certaine en fait. Oh, je pense. Attendez, je pense qu'il revient. Je pense qu'il dit. Oui, mais enfin, oui. Ça, on le saura après. Donc il y aura forcément une curiosité. Je pense qu'il revient trop tôt. Je pense que c'est un peu rapide. Alors je comprends qu'au bout d'un an, il ait d'ores et déjà envie d'expliquer ce qu'il a pu avoir eu envie de faire.
Je pense que les précédents, et notamment Nicolas Sarkozy, avaient laissé un petit peu plus de temps, j'avais envie de dire un délai de décence pour se faire réaccepter, créer le manque en fait. Et là, le manque de François Hollande, moi je ne le perçois pas. Alors ensuite, effectivement, moi en tant que journaliste politique, j'ai plutôt envie de lire ces feuilles-là pour voir comment il s'explique, pour voir les choses que je n'ai pas réussi à percevoir, au moment sans doute où il a voulu les faire. Mais je ne suis pas certaine que les Français soient très enclins à ça. Et donc, du coup, pour lui, si jamais il le vend mal, son livre, je trouve que ça fait mal. Ça va. Alors, je voudrais juste qu'on voit, parce qu'on a des extraits, le site du Figaro en publie déjà de larges extraits de ce livre. On en a choisi 2 qu'on va voir à l'écran. Il est question de l'entrevue qu'ils ont tous les deux, François Hollande et Emmanuel Macron, c'est en fin août 2016, la dernière fois qu'ils se verront des visus, pour l'époque. Il dit, François Hollande, « Je comprends ce jour-là qu'Emmanuel Macron ne s'inscrit pas dans l'histoire de la gauche, pas davantage dans celle de la social-démocratie, ni même dans une recomposition qui pourrait préfigurer une coalition progressiste. Il est à son compte, il a créé une entreprise, il entend la mener le plus loin possible. » Et dans un deuxième extrait, François Hollande dit « Je sais d'où je viens, à quelle histoire j'appartiens et quelles valeurs je défends. D'autres croient que dans le ciel ne luit qu'une seule étoile, la leur, que tout est affaire de chance et de circonstances et qu'ils ne sont liés à rien ni à personne. » Dans autre, je pense qu'il faut comprendre Emmanuel Macron. Belle définition d'Emmanuel Macron. Non, c'est le livre du cocu de la politique, du dernier cocu de la politique. Donc il y a plein d'amertume naturellement. Il y a un ressentiment vis-à-vis de celui qui l'a trahi, parce qu'il a fait confiance à Macron pendant très longtemps. Il l'a créé pendant très longtemps. Il a pensé que Macron allait jouer avec lui afin de pousser sa propre candidature, celle de Hollande, à la présidence de la République. Donc il y a naturellement une amertume. Mais ce qui va m'intéresser, je le lirai peut-être quand même malgré tout, pour lire le portrait, s'il en a fait un, de Macron tel que eux le voient, parce que je me souviens également de Valls qui avait dit de Macron que c'était un méchant qui n'avait aucune limite, c'était dans ces termes-là, un peu primaire qu'il l'avait dit, et j'ai l'impression que Hollande a un peu cette vision-là aussi. Donc ce gentil Macron que l'on voit souriant, se faire pardonner chez les catholiques, etc., est en fait une sorte de personnage assez trouble, romanesque certes, mais avec sans doute quelques vices cachés, et j'aimerais bien les voir décrits. Il a été naïf. Décrit par dans le livre d'Anne Fulda. Le livre Portrait d'Anne Fulda décrivait très bien ce personnage trouble, séducteur. C'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien en plus son discours, de mon point de vue. Il a été naïf, François Hollande, Xavier Couture? Je ne suis pas sûr qu'il ait été naïf. Je pense qu'en fait, il avait. Moi, je pense qu'il avait tout compris depuis le départ. Mais que ce livre correspond tout de même assez bien au défaut majeur de François Hollande, qui pendant 5 ans a été son propre historiographe, y compris dans cette manie qu'il avait de se confier à Davet et l'homme, qui ont fini par faire ce livre. Pas que, mais le livre de Davet et l'homme est quand même le coup de grâce qui lui a interdit de se présenter, parce que dans la foulée, il a été à ce moment-là, Valls l'a lâché. Et donc, on peut considérer que ce livre a quand même été, je dirais, le facteur déclenchant de cette non-candidature, si j'ose dire. Je crois que, bien sûr, c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir ce que François Hollande pense de sa propre action, à peine 1 an après être tombé du trône. Honnêtement, effectivement, ça va intéresser les journalistes politiques. C'est sûrement intéressant de voir quelle est sa pensée profonde sur Macron, mais ça risque de ne pas nous surprendre beaucoup. Je pense que ce qu'il va dire, c'est qu'effectivement, comme c'est écrit dans ces quelques lignes, il a vu apparaître un monstre qui avait monté son petit commerce et qu'il a lâché en cours de route. Ce que, évidemment, on avait tous compris avant même qu'il ne le fasse. Donc les premières déclarations, quand il était à Bercy, étaient déjà très ambiguës sur sa propre volonté politique. Donc, moi, je ne suis pas sûr. Le titre, est-ce qu'il a le droit de dire aujourd'hui François Hollande? Sans doute. Il avait surtout le devoir de faire. Et son problème, il est quand même là. Est-ce qu'il a fait assez? Est-ce qu'il ne s'est pas contenté de dire pendant 5 ans? Et c'est ça son problème. Est-ce que quand il dit finalement la situation de la France aujourd'hui, c'est un peu grâce à moi? C'est vrai. Ce qui est vrai, c'est en partie grâce à lui, c'est aussi en partie à la croissance mondiale qui est repartie, c'est en partie grâce à la confiance retrouvée en France de la marque France, de l'image de la France liée à l'élection d'Emmanuel Macron et aux réformes que François Hollande a faites à partir de
2014-2015, le tournant de la politique de l'offre, qui a remis la France sur des rails de la compétition internationale, alors que le pays avait eu tendance un petit peu à s'en éloigner. C'est factuel, on ne peut pas... Quand on a... Macron n'était pas complètement absent. On est d'accord, mais il se trouve qu'en l'occurrence, il n'y a qu'une tête. C'est vrai. Il n'y a qu'une tête, c'était le président de la République. Il a tous les échecs, il a toutes les réussites. Donc, et en l'occurrence, si la France a créé 250 000 emplois en 2017, ce qui était un record depuis plus de 10 ans, on le doit à la politique de l'offre mise en place par... Voilà. Et c'est là où je pense qu'effectivement, François Hollande peut avoir de l'amertume, du ressentiment à l'égard d'Emmanuel Macron, pas que uniquement parce qu'il lui a piqué sa place. On est humain, bassement humain, c'est aussi parce que le président actuel de la République ne reconnaît pas ce qu'il doit à son prédécesseur. Et on a beau dire, le Nouveau Monde n'a pas commencé en mai 2017. Mais dans la course du lièvre et de la tortue, parfois le Dernier lièvre mot gagne. à Karine Bécard. Voilà, si j'ai un tout petit mot supplémentaire, vraiment en parlant que de politique, ce que je trouve dur en termes de timing, c'est qu'on a un premier secrétaire du PS qui vient d'être élu. Ça n'a évidemment pas échappé. Vous pouvez nous rappeler son nom déjà ? Olivier Faure, moi j'ai pas de problème. Il savait exactement quand même que le congrès avait lieu le 7 et le 8 avril. Mais en termes de timing politique, il y a aussi l'intervention d'Emmanuel Macron. Ça on la connaissait pas. Ça on la savait parce pas. Que certains commentateurs disent c'est fait exprès. Il le fait parce qu'il sait qu'Hollande sort son livre et du coup il veut pas laisser d'accord. Oui, dans c'est enchaînement ça. Je ne sais pas. Alors... En tout cas, je trouve que de la part de François Hollande, c'est vraiment brouiller et vouloir réinvestir quand même toujours cet espace socialiste. Le formidable élan qu'a suscité la désignation d'Olivier Faure. Je trouve que politiquement, il nous dit quand même dans son livre qu'il n'a pas renoncé à la politique. Alors il va la faire d'une manière différente, mais on va le revoir. Il va le revoir d'une manière ou d'une autre. Il n'a jamais dit qu'il était parti. Non, voilà, il le dit. Il confirme qu'il entend revenir. Puis ceux qui avaient dit qu'il partirait, il le dit dans son livre. J'entends toujours faire de la politique. Je n'ai d'ailleurs jamais déclaré que j'y renonçais. Il a une belle fondation. Franchement, la France s'engage. C'est une belle fondation utile. Et il en est le président. Très bien. Dernière. Donc la question Twitter. 73% d'entre vous considèrent qu'il n'a plus rien à dire, François Hollande. Alizéa nous dit qu'il a déjà beaucoup parlé, en faisant allusion aussi effectivement au livre de Davé et l'homme. Et Pom sur le Figaro.fr, il faudrait demander à François Hollande pourquoi avoir attendu si longtemps avant de mettre en œuvre la bonne politique économique. Effectivement, vous avez répondu à ça, Marc-André. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue.